Que feriez-vous si, chaque matin, une mallette pleine d'argent apparaissait chez vous et que chaque soir, quelqu'un mourrait si vous ne la vidiez pas? C'est la question qui a traîné dans la bouche des voisins longtemps après que la maison de David Coulibaly ait été vidée de tout ce qui faisait son confort. Le pacte terrifiant, c'est ainsi qu'ils l'ont nommé, à voix basse, comme on dit une prière ou un secret dangereux. Un contrat sans signature, une règle muette posée sur le seuil de sa vie qui allait transformer la soif de richesse en une machine froide à dévorer des vies. Le quartier où vivait David n'était pas pauvre au sens absolu. Il était sans luxe, poli par la débrouille et les brasiers d'une économie souterraine où tout se marchandait selon des codes non écrits. Les maisons tenaient par des ferrailles, des fils électriques tortueux, des cuisines où le riz collait aux casseroles. On entendait des rires, des disputes, la radio mal réglée. Et puis, au milieu de ça, la maison de David tenait une place à part. Trop propre, une odeur discrète de parfum de marque qui flottait parfois dans l'air, des fenêtres sans barreaux, des écrans allumés des nuits entières. Il avait cette allure qui faisait parfois tiquer. Des baskets propres, des téléphones récents, des habits neufs trouvant trop vite leur place auprès de meubles arrangés comme pour une tentative d'ascension vers une autre vie. Le mensonge était simple et réconfortant. David disait que sa sœur, à l'étranger, lui envoyait de l'argent. Les voisins hochaient la tête, l'image d'une sœur providentielle rassurait plus que la curiosité. Mais la vérité était toujours plus pauvre. La nuit, David sortait à l'ombre. Il était une ombre parmi d'autres ombres, un spécialiste de la petite disparition, de la trace effacée. Les boutiques qui se réveillaient le matin trouvaient parfois des rayons vidés, des tiroirs retournés. Les riches qui rentraient tard découvraient la chambre forcée et le vide posé à la place d'un objet de valeur. Il volait et il volait bien. Il faisait de la discrétion une compétence, de l'audace une routine. Le narrateur de ces rues pourrait vous décrire la mécanique, non pas comme un instructeur, mais comme celui qui observe les mouvements des pièces sur un échiquier de misère et d'opportunité. David avait des manières. Il sabrait les alarmes en profitant d'un moment d'inattention, il repérait les trajets des gardiens, il connaissait les horaires où les portes s'ouvraient. On ne détaillera pas cette mise en scène, parce que l'histoire n'est pas une leçon pour les mains mal intentionnées. Ce qui importe, c'est la trajectoire intérieure, comment l'argent volé se transmutait en pouvoir, en illusion de liberté. Il achetait des choses qui parlaient plus fort que les mots, une télévision plus grande, un fauteuil, un parfum qui faisait croire qu'il avait changé de monde. À force de sentir ce parfum, il finit par croire que l'argent justifiait tout. Il n'aimait pas qu'on le voie comme un voleur. Le plus souvent, il souriait et racontait des bribes d'une vie normale. Il était charmant quand il le voulait, conscient de la valeur d'une bonne conversation pour effacer les soupçons. Les voisins disaient qu'il était travailleur, ou du moins compréhensif. Mais ceux qui avaient frôlé son côté nocturne le décrivaient comme une silhouette fluide. On disait même que, lorsque quelque chose disparaissait, la seule preuve restait la légèreté de l'air, comme si quelqu'un avait pris une grande respiration et l'avait emporté. La bascule n'a pas été le produit d'une nuit d'orgueil quelconque. On imagine parfois les grands coups, les heures sans peur. Non, la bascule est venue d'une erreur de calcul ou d'une curiosité malheureuse. Kofi, un ami d'enfance, avait grandi avec David. Ils se connaissaient, des jeux dans la rue, des bêtises d'adolescence, des silences partagés sur les bancs du quartier. Kofi était devenu attaché à ses parents, un couple tranquille qui vivait dans une maison modeste pas loin. C'est chez eux que David entra un soir, par habitude plus que par calcul. Il se disait que ce serait un vol rapide, quelques objets ici, un peu d'argent là. Il entra par une fenêtre laissée entrebâillée, son sac en bandoulière, ses gestes comme programmés. La maison sentait le savon, le café tiède. Les parents de Kofi dormaient, croyant à la sécurité de leur foyer. David fouilla sans hâte. Il n'était pas un prédateur fébrile, mais un technicien appliqué. Dans une commode, la lueur de sa lampe sur un étui en cuir attira son regard. Une mallette, posée comme une confidence. Il s'agenouilla, hésita un instant, on dit que certains sentent la présence de l'illégalité comme on sent la chaleur du feu, puis entr'ouvrit à serrure. 2 millions. L'argent était propre, emballé, plus que de la monnaie, une promesse d'augmentation, un frisson d'opportunité.
Il ne sut pas du premier coup pourquoi des parents ordinaires auraient une telle somme cachée, mais il n'alla pas chercher l'explication. La tentation l'aveugla comme un néon. Il prit la mallette, la glissa sous sa veste et repartit comme il était venu, silencieux, léger. Ce premier coup le changea. 2 millions n'étaient pas 30, 2 millions étaient une montée d'adrénaline qui se mêlait à la confiance. Il se demanda pour la première fois s'il n'était pas capable d'aller plus loin. Les nuits suivantes, on le vit acheter des choses que ses précédents achats n'avaient jamais permis. Un écran plus large, des invitations, la sensation d'être accepté dans une autre sphère. Les voisins chuchotaient « il a touché le jackpot ». Lui, il souriait sans dire la vérité. Si cette histoire vous intrigue, pensez à laisser un like et à vous abonner pour d'autres récits. Les bonnes histoires demandent qu'on les partage, et ici, le partage est aussi une mise en garde. Ce n'était pas la mallette de Kofi qui avait changé David. C'était l'idée que l'argent pouvait être trouvé, ramassé, utilisé comme un raccourci vers une autre vie. Il commença à surveiller d'autres maisons. La logique était simple et dangereuse. Là où il y avait de la protection, il y avait des fenêtres, des habitudes humaines. L'avidité, comme toujours, aime apprendre. Et l'avidité de David apprit vite. La villa n'était pas une maison du quartier. Elle se dressait sur une avenue bordée d'arbres, entourée d'un grillage discret et de hauts murs. Une pelouse trop verte, une porte qui ne semblait pas connaître le mot pauvreté. On disait que l'homme qui habitait là avait de l'argent, beaucoup d'argent. On le voyait rarement, on parlait de lui comme on parle d'une bête rare. Les rumeurs avaient un nom, un milliardaire, un type au visage froid qui achetait des tableaux et écrivait des chèques pour des projets que personne ne comprenait. Sa villa n'était pas accessible pour quelqu'un comme David, mais la voix qui dit « on peut » est plus forte que la peur. Il passa des jours à observer de loin, à apprendre les horaires des cambrioleurs éventuels, les pauses des employés, le rituel du jardinier. Il s'imaginait déjà dans les salons, sentant le parfum qui s'imprégnait des rideaux. Il visualisait la mallette posée sur une table, ouverte, des billets qui criaient leurs promesses. Ce n'était plus seulement l'idée de posséder, c'était l'idée d'appartenir au monde de ceux qui n'avaient pas à compter. La nuit choisie fut sans théâtre. Les lumières de la villa diffusaient une lueur pensive, comme des yeux mi-clos. David passa avec l'aisance de celui qui s'est préparé longtemps. Il entra. Il connaissait l'endroit comme on connaît le parcours d'une rivière. Il suivit le courant des ombres. Dans la chambre principale, sous un meuble bas, il trouva ce qu'il cherchait. Une mallette noire clouée d'une serrure qu'il n'avait pas l'habitude d'affronter, mais qu'il savait contourner. Il l'ouvrit. 30 millions. Il resta un instant immobile, la mallette ouverte sur ses genoux, le souffle court. 30 millions n'était pas une somme que l'on regonflait avec le rhum des rêves, c'était une promesse qui changeait d'échelle. Il se demanda ce qu'il allait acheter, qui il allait devenir. Sa main trembla un peu en rabattant le couvercle. Il pensa aux parents de Kofi, à la mallette de 2 millions, puis se sentit plus grand que ses peurs. Il emporta la mallette. Le lendemain matin, chez lui, la mallette fermée devant la télé, l'odeur du parfum flottant sur les coussins, son téléphone vibra. Un message, court, sec, sans nom. 0703, dépensé. David rit d'un rire nerveux en lissant une veste, un message anonyme, pensait-il, une intimidation de plus dans ce métier. Peut-être une blague. Il avait 30 millions et la sensation qu'il pourrait se payer un autre monde. Il regarda les billets, en sépara quelques liasses et, sans plan précis, mais avec une sorte d'urgence euphorique, commença à dépenser. Il ne pouvait résister à l'idée d'user de cette linéarité. Argent égale liberté. Il emmena Kofi boire, offrit à des amis des montants qui les firent rire. Il changea des meubles par impulsion. Il payait en liquide sans histoire. Le quartier, habitué au spectacle de la dépense, s'émerveilla. David se sentit comme un roi mal préparé. La nuit arriva. Il posa la mallette fermée sur la table, l'instinct de la garder comme un trophée. Son téléphone vibra encore. 22h05, vide. Au réveil, c'était l'angoisse. La mallette était vide, exactement comme le message l'avait prédit.
Une fois, 2 fois, et encore, la règle se formait comme une loi implacable. Chaque matin, 30 millions. Chaque soir, vide. Il avait d'abord cru que c'était un jeu de celui qui l'avait envoyé, puis un caprice. Mais les mathématiques se révélèrent plus rapides que les croyances. Les réveils successifs apportèrent toujours la même surprise. L'argent qui surgissait, la promesse qui venait avec. Le téléphone vibrait comme un métronome cruel. David commença à recevoir d'autres messages. Ils n'étaient jamais explicites, seulement des ordres. 8 heures, spend. 21h45, sans argent. Les messages ne portaient pas de signature. Ils n'avaient pas besoin d'en avoir. La réalité remplissait leur autorité. Les tickets d'achat qu'il laissait derrière lui se muèrent en preuve d'une folie qu'il refusait d'admettre. Il dépensait comme si quelqu'un observait, comme si l'acte même de vider la mallette était la condition de l'existence des autres. Puis, la menace se fit chère. Le premier mot qui transforma l'inquiétude en panique fut un appel à son téléphone. Kofi. Sa voix, au début, tremblait plus que d'habitude. « Maman », il n'acheva pas. David sentit son estomac se dérober. Les mots restants étaient des fragments. « Elle ne respire pas, on a appelé. On ne montrera pas la scène de mort. On évoquera la fracture soudaine qui traverse l'air. La petite amie, la voisine, la vieille tante. Le récit préfère le voile à l'image. C'est Kofi qui dit que sa mère est tombée, que l'ambulance est partie, que personne ne sait pourquoi. C'est la précision du vide qui frappe. Pas de bruit batteur, pas de sang, rien qui puisse satisfaire la curiosité cruelle, seulement la certitude que quelque chose est irrémédiablement cassé. La corrélation est une manière dangereuse de penser, et David était soudain acculé par elle. Il se souvenait des messages, il se souvenait de la règle, si tu ne vides pas la mallette, quelqu'un meurt. Il se sentit responsable, non seulement pour les biens volés, mais comme si son acte avait tiré sur un fil qui avait brisé la vie d'un autre. La culpabilité fit ce que l'argent n'avait jamais fait. Elle rétrécit sa poitrine, elle rendit les jours plus courts. Il appelait Kofi et recevait des réponses cloquées, des mots comme des débris. Il y a un moment où l'homme croit encore pouvoir corriger le cours des choses par la dépense. David pensait cela. Il retourna la mallette entre ses mains, sentit les billets, respira leur odeur d'encre. Il alla acheter, il donna, il paya. Il fit des gestes spectaculaires, des transferts anonymes, des chèques, tout ce qu'un homme pourrait imaginer pour conjurer le sort. Certains recevaient la générosité avec la naïveté de ceux qui acceptent un cadeau. D'autres se trouvaient au mauvais endroit. Le message avait pourtant une règle qui n'apparaissait pas sur l'écran. La donne était contrôlée par une logique perverse. Donner ne sauvait pas. À partir du premier sacrifice, la distribution se révéla comme une mécanique. Chaque pièce d'argent, même offerte, semblait être marquée par la même malédiction. Les bénéficiaires s'évanouissaient de la vie, pas toujours dans l'instant, parfois dans des heures, parfois dans les jours qui suivaient, mais toujours avec la même effacement. On en parla comme de disparition, accidents inexplicables, maladies foudroyantes. Le récit s'obstine à respecter la pudeur, aucune image gore, seulement la douleur d'une absence. David vit, dans ces heures de panique, la logique avec une clarté glacée. La mallette n'était pas une source inépuisable de bonheur, c'était un instrument de chantage. Les messages, les horaires, le vide nocturne, tout formait un contrat non signé. Il comprit que quelqu'un ou quelque chose avait posé des règles. Ces règles étaient simples et précises. Chaque matin, 30 millions. Chaque soir, la mallette vide. Si tu ne dépenses pas, quelqu'un meurt. Si tu donnes, ceux qui reçoivent peuvent aussi payer un prix. Il sentit l'engrenage se mettre en marche. Dans l'obscurité, il pensa qu'il pourrait fuir. Il imagina jeter la mallette dans la mer, la brûler, la perdre dans une course folle dans un bus bondé. Mais quand il essaya, la réalité fit ce qu'elle sait faire de mieux, contrer l'envie d'échappement par des petits retours à l'ordre. La mallette revenait. Il la laissa au fond d'un taxi. Il prit un autre taxi au matin et la trouva comme un rendez-vous que son destin ne pouvait ignorer. Il la jeta dans un marché, confiant que la foule la garderait. À la fin de la journée, en rentrant chez lui, la mallette était là, comme un animal revenu à son maître.
la tentation de croire qu'il s'agissait d'une machination humaine, d'un groupe de manipulateurs riches qui jouaient aux marionnettistes, se heurtait à l'absurdité de la persistance. Les retours étaient trop rapides, trop parfaits pour être l'œuvre d'un simple complice. Et pourtant, la logique restait floue. Il y avait dans tout cela une part de surnaturel, ou du moins un artifice tellement avancé qu'il ressemblait à du surnaturel. Il rencontrait parfois dans ses errances des indices qui ne s'alignaient sur aucune explication triviale. Un soir, en voulant cacher la mallette dans une boîte de collecte abandonnée, il frôle la voix d'une vieille femme qui, assise et recroquevillée, murmure des avertissements. C'était une scène brève. La vieille femme avait un regard qui semblait regarder autre chose que lui. Elle prononça, comme un verdict, des mots qui sonnèrent comme une prophétie. « Tu as signé sans le savoir ». David, secoué, eut l'impression d'entendre l'accent d'une sagesse ancienne. Mais la sagesse fit office de constatation plus que d'aide. Elle n'ouvrit aucune brèche, elle n'offrit pas de solution. Elle posa seulement la culpabilité sur sa tête, nette comme une pluie. Peu à peu, la vie de David se réorganisa autour de la mallette. Ses journées furent ponctuées de convulsions. L'euphorie du matin, l'urgence de dépenser, la peur du soir. Ses nuits devinrent des veillées avec un téléphone qui vibrait comme un tambour insomniaque. Le pacte, terrifiant, nommé ainsi par ceux qui viennent ensuite à connaître l'histoire, s'insinua dans sa chair comme une loi absurde. L'argent lui donnait l'illusion du contrôle. La règle le privait de toute autonomie. Il tenta, une fois, de se jouer du système. Il rassembla l'argent et, au lieu de le dépenser pour lui-même, fit une liste de noms. Des voisins, des connaissances, des marginaux du quartier qui, lui semblait-il, mériteraient un coup de pouce. Il fit des enveloppes, des billets pliés, il se dit qu'en donnant aux autres, il briserait le cercle. Mais donner n'était pas un désamorçage, c'était une activation. Les jours suivants, les personnes qui l'avaient aidé disparurent de l'image sociale avec la même brutalité et la même absence d'indices. Elles tombèrent malades, sans cause, elles eurent des accidents étranges ou elles quittèrent leur maison sans prévenir et n'y revinrent jamais. La culpabilité monta en lui comme une marée. Les visages qui s'effaçaient se transformèrent en reproches vivants. Il se sentait avoir été transformé en instrument. Cette séquence de petites morts, de silence et de détachement social fit de David une figure spectrale du quartier. Les anciens amis, ceux qui avaient ri à ses blagues, ceux qui avaient accepté ses invitations, commencèrent à garder leur distance. La visite des voisins se raréfia. Les regards qui autrefois cherchaient à capter l'attention se détournaient. On murmurait que la maison de David était maudite. On murmurait qu'être proche de lui portait un risque. Le refus social fut plus cruel que toute autre chose. Perdre l'amitié, l'affection, les mains qui vous ont aidé, c'est une peine qui creuse lentement. Il essaya une autre stratégie, retourner la mallette au prétendu propriétaire. Un soir, dans un accès d'orgueil et de fatigue, il remit l'argent, ou ce qu'il croyait être suffisant, dans la villa. Il se glissa sous le portique, posa la mallette sur la table de la salle commune et se retira pour attendre la suite. Il pensait qu'en reconnaissant la dette, il pourrait négocier une sortie. Mais ce qu'il obtint ne fut ni confrontation ni punition claire. Il reçut un merci poli, froid, presque administratif. L'homme dans la villa restait un visage calme, un milliardaire dont l'intérêt semblait s'arrêter à l'efficacité du système. « Merci pour votre sacrifice », avait dit l'homme d'une voix neutre. Il avait parlé comme on parle d'un employé qui accomplit sa tâche. Pas une parole d'empathie, pas une cassure dans cette logique implacable. Mais il y avait, dans la façon dont l'homme le regardait, un calcul qui dépassait la simple transaction. L'homme ne se mit pas en colère, il n'ordonna pas une punition immédiate. Il expliqua avec une froideur d'inventaire que David n'était pas un incident, il était un rouage. « Vous êtes l'un parmi beaucoup », dit-il, révélant l'ampleur du système sans en dévoiler les moyens. Le mot « 200 » tomba comme une donnée clinique. David, dans l'instant, comprit qu'il n'avait rien d'exceptionnel. Il n'était ni maudit ni béni, il était utile. Sa révolte n'engendrait pas le pardon. Le milliardaire avait un visage qui ne trahissait rien, mais ses paroles firent apparaître un horizon où l'humanité se calculait en chiffres. Après cette rencontre, David sentit que tout s'effritait.
L'argent qu'il croyait encore posséder sembla se volatiliser d'une autre manière. Ses relations s'éteignirent comme des lampes qu'on n'allume plus. Les petites dettes qu'il avait payées ne restituèrent pas les sourires. Les billets sur son canapé n'absorbaient plus rien. Le récit laisse la scène là, suspendue. L'homme renvoyé, le sac toujours plein ce matin-là, les messages continuant leur cadence implacable. La terreur morale prend la place de la jubilation. Le pacte terrifiant était devenu pour David une logique où il ne restait qu'à obéir ou à être détruit. La suite de l'histoire, qui fera de David une figure d'ultime solitude, commence à se dessiner dans ces heures où il compose des listes, où il pèse des vies contre des billets, où chaque vibration du téléphone est une sentence. Il pense, il prie, non pas pour une délivrance miraculeuse, mais pour une réponse simple, un moyen de racheter ce qu'il a pris sans savoir ce qu'on lui demande en échange. Les voisins chuchotent, les banques de données de la rue s'emplissent de rumeurs, et la mallette, toujours là, contient à la fois le pouvoir et la peine. Le pacte a été accepté, peut-être sans signature, mais il pèse de tout son poids. Un contrat terrible dont la clause principale est d'ordre moral. Il y a dans ce récit une puissance tragique et banale à la fois. La banalité, c'est que la chute commence par la conviction que l'on peut acheter sa voix. La tragédie, c'est que l'achat exige un paiement qui n'est pas seulement en monnaie. Et, avant que les fils de la suite ne se nouent complètement, on voit David sur le seuil d'une décision impossible. Son téléphone se met à vibrer encore, il lit le message et sait que, cette fois, la règle exige un autre calcul. Il n'est pas prêt à admettre jusqu'où on peut pousser un geste de générosité avant qu'il ne devienne une arme. Pour un instant, David respira. Il se dit qu'il avait trouvé la porte de sortie, transformé la malédiction en bénédiction et, peut-être, renvoyer la dette à son expéditeur. Il eut pourtant juste le temps d'espérer. Le lendemain matin, alors que l'aube peignait la rue d'une pâleur hésitante, le premier nom sur sa liste se frossa dans son esprit. La mère des jumeaux. On l'appela pour dire qu'elle était tombée malade. On parla d'une faiblesse soudaine, d'une fièvre qui ne s'expliquait pas. Les mots furent balancés avec prudence. On préférait dire « elle va mieux » plutôt que nommer la peur. David se rendit chez elle en courant, enveloppe pliée dans la poche, l'illusion encore brûlante au creux du ventre. Il trouva silence et chaise vide. Des voisins baissaient les yeux, des larmes vite refoulées. Personne n'énonça la coïncidence. C'est là que la logique se fit lourde et précise. Donner ne sauvait pas. Donner tuait peut-être par procuration. Ses mains, qui autrefois ne connaissaient que l'adresse d'une serrure, se mirent à trembler quand il compta. Il cocha le nom sur la feuille d'un trait incertain. Un, pensa-t-il, comme pour se rassurer. Une seule victime pouvait encore passer pour un malheur absurde, mais les coïncidences s'accumulent comme des preuves. Les jours suivants, David continua. Il distribuait des sommes plus importantes. Il choisit des personnes qui, selon lui, ne mettraient pas de danger en acceptant. Une enseignante à la retraite qui soignait les enfants du quartier, un jeune boulanger qui travaillait la nuit, un type sans abri qui aimait raconter des blagues pour arracher un rire aux passants. Chaque nom sur la liste disparaissait ensuite de l'espace social d'une manière ou d'une autre. Une chambre restait froide, un téléphone qui ne répondait plus, un domicile verrouillé. On parlait d'ennuis de santé, d'un départ précipité vers une autre ville, d'un accident dont on taisait les détails. Aucune image ne franchissait la barrière de la décence. Mais l'absence, elle, était trop nette. La tâche s'accéléra. Les messages devenaient des couteaux qui découpaient son temps en segments obligés. 07, dépensé. 21h59, sans argent. Les horaires étaient précis comme des ordonnances. David sentit que son existence n'était plus la sienne. Il n'était qu'un distributeur, un canal froid. Il commençait la journée avec une mallette pleine et il la finissait avec le vide qui ressemblait à une menace. Il ne dormait plus pour penser à qui donner, comment répartir pour minimiser le mal. Il tenta la stratégie du sacrifice ciblé, choisir ceux dont la perte fera le moins de bruit. Il se dit des choses terribles pour se persuader de rester humain. Il se dit que s'il devait être le vecteur d'un malheur, autant que cela serve à réparer quelque chose. Il prit la liste de personnes vulnérables et la remplit comme on remplit une feuille d'impôt, rationnant la compassion en roubles, en liasses, en promesses provisoires. Puis vinrent les voix qui jugeaient.
Les proches qui avaient accepté ses largesses commencèrent à s'éloigner. Les mêmes mains qui avaient serré les siennes pour remercier hésitaient maintenant à convoquer sa présence. On le regardait comme si quelqu'un portait sur lui une tache indélébile. Les enfants qui jadis couraient après ses pas restaient à distance. Les commerçants qui avaient goûté au plaisir d'un paiement en liquide se faisaient plus discrets. La peur a la propriété étrange de se multiplier sans bruit. Le scénario prit une forme rituelle après la 20e personne. David avait coché presque tous les noms de la liste. Le poids sur sa poitrine devint un objet concret. Il ne respirait plus normalement. Il se répétait des ordres pour se maintenir lucide. Nomme, donne, observe, réfute. Mais l'observation n'apaisait rien. Les disparitions prenaient un rythme, comme si on composait une partition funèbre. Il comptait les visages qui s'effaçaient. 23, 24, 25. Chaque chiffre était un coup sourd qu'il rendait au monde. Sa mère, qui l'appelait parfois, sentit l'aspiration. Elle le surprit parlant tout seul avec la mallette. Elle lui demanda s'il allait bien. Il comprit qu'il ne pouvait plus mentir. Il lui raconta une version édulcorée. Travail supplémentaire, dette payée, une opportunité de voyage. Sa mère accepta les mots comme des bandages. Mais, tard dans la nuit, elle posa la question que tout le monde aurait posée si l'on avait osé la vérité. « Et ceux que tu as aidés ?» David ne sut que répondre. Comment expliquer un instrument qui transforme bon geste en malheur? Comment prétendre qu'il n'avait pas cherché à réparer? Sa voix devint pâteuse. Il raccrocha. Il se sentit soudain si petit. Être celui qui donne et qui provoque l'effacement des autres, voilà la violence morale qu'il devait porter. Il arriva un matin où la mallette sut imposer un choix particulièrement ignoble. Le message était bref, 06, distribué à 30 personnes. Pas donné à ceux qui ont besoin, pas partagé, simplement distribué à 30 personnes. Il y eut dans cet impératif une précision administrative qui glaça David. Un nombre exact, une mécanique quantifiable, un ordre, pas une suggestion. 30 personnes. Il lut la ligne plusieurs fois comme si la répétition neutralisait l'horreur. Son esprit, qui jusque-là avait fonctionné par approximation, se mit à rationner. 30 enveloppes, 30 signatures, 30 actes qui, pensait-il encore avec une naïveté désespérée, pourraient être faits de la manière la moins dommageable. Il pensa aux personnes âgées, celles dont la mort ferait moins d'écho commercial. Il pensa aux gens qui n'avaient personne pour les pleurer. Il choisit avec une froide logique d'être l'arbitre des pertes. Il passa la journée à créer les enveloppes. Il allait, il venait, il observait les regards, il choisissait. À la tombée de la nuit, il les distribuait dans le silence. Parfois, il glissait une enveloppe sous une porte. Parfois, il la glissait au creux d'une main qui, comme toujours, souriait d'abord. Il regarda un cousin éloigné, donna à un ancien patron qu'il avait autrefois rabaissé, à un enfant qui aimait lire au coin d'une épicerie. Il agit comme si l'acte pouvait rester un geste anonyme, comme si sa responsabilité pouvait disparaître dans le flot des transactions. Les conséquences furent rapides. Dans la semaine qui suivit, la première personne qui avait reçu une enveloppe fut emportée par un mal qui, paraît-il, n'avait pas d'explication. Un autre joueur de domino du coin eut un malaise chez lui. Une femme à la voix douce ne revint jamais au café où elle travaillait. David lisait les nouvelles locales, chaque paragraphe pesant comme un verdict. Les conversations de rue changeaient. On commençait à utiliser un autre ton, celui des gens qui s'appellent pour vérifier que l'on est encore vivant. Il essaya de se convaincre que c'était le hasard. Il se persuada que l'horreur pouvait être défaite par l'oubli. Mais l'oubli ne venait pas. Les corps disparaissaient des bancs, des boutiques, des numéros de téléphone ne répondaient plus. Les églises locales et quelques groupes de prière murmurèrent leurs propres interprétations. La police nota les coïncidences, certains journaux brodèrent. Le nom de David commença à circuler, d'abord comme une rumeur, puis comme une accusation muette. Il sentit que le filet se resserrait non pas juridiquement, mais socialement. Les voisins évitaient sa porte, les enfants détournaient le regard. Son dernier refuge fut la logique. Il croyait pouvoir réparer la balance. Il pensa que si l'argent pouvait provoquer la disparition, il pourrait peut-être, paradoxalement, s'offrir le prix pour racheter les vivants en leur offrant plus.
Il pensait à des comptes, à des transferts massifs, comme si triple paiement suffirait à déplacer le sort. Il cliqua, il envoya, il regarda les confirmations s'enchaîner. Mais les confirmations étaient de papier, la vie ne répondait pas aux virements. La culpabilité s'épandit comme une maladie. Elle le rendit secret, irritable, méfiant. Il demandait à Kofi, entre deux silences, « Tu crois que c'est moi tout ça, vraiment ?» Kofi, qui n'avait plus la mère qui faisait ses plats, reposait son regard dans les creux de son visage. Il ne savait que répondre. « Je ne sais pas, dit-il enfin. Sa voix était froide comme du gravier. L'amitié avait des limites et la peur en posait de nouvelles. Kofi se retira. Ce fut l'un des déchirements les plus cuisants pour David, perdre un ami à cause de l'ombre que l'on porte. Il arriva néanmoins un moment où l'absurdité du système exigea une action radicale. Une nuit, après une série de messages plus menaçants, un ordre qui ne laissait aucune marge d'interprétation, David prit la mallette, monta dans une voiture et quitta la ville en direction de la côte. Il pensa au grand large, à un endroit où l'on jette des choses que l'on veut oublier. Il marcha vers la mer, le sel sur les lèvres, et projeta la valise dans l'eau, avec l'illusion d'un geste libérateur. Il vit la mallette flotter un instant, comme un coffre qui ne voulait pas mourir, puis regagner la rive sous l'effet d'un courant devenu complice. Il la ramassa, trempée, écœurée. Le téléphone vibra. Message. 05, 30, reprenez. C'était comme si la mère elle-même obéissait à la règle. L'acte de rejeter ne suffisait pas. La mallette revenait, inépuisable, comme une adresse que l'on ne peut changer. David tenta encore autre chose, porter son fardeau chez d'autres personnes riches, rendre ce qu'il avait pris. Il répara une serrure, remit des clés, déposa la mallette sur la table d'un salon, vrai retour de conscience. Les caméras de surveillance l'avaient peut-être filmé. Peut-être que l'homme qui vivait dans les villas verrait enfin le visage qui lui avait pris quelque chose. Il attendit en retrait, l'ombre d'une explication sur les lèvres. Un domestique apparut, un échange bref. Alors la porte s'ouvrit et l'homme qui apparut n'avait pas l'air surpris par sa venue. Il avait l'allure d'un manager qui reçoit un rapport. Son costume n'avait rien d'opulent, il était simple, tranchant, comme le métal d'une machine. « Merci », dit l'homme, d'une voix qui ne cherchait pas à trahir d'émotion. Il posa la main sur la mallette, comme on vérifie un produit rendu. « Vous avez été utile ». Il expliqua sans fureur que l'ampleur de ce mécanisme dépassait la figure d'un simple voleur. C'était une machinerie. « Vous n'êtes pas un cas isolé. Vous êtes, et il énonça un chiffre qui tomba comme un coup près, le 200e. Le mot 200e eut l'effet d'un courant électrique. David avait imaginé l'homme en monstre, en bourreau, en créancier furieux. Il n'était ni l'un ni l'autre, il était un administrateur. Sa froideur donnait à la scène une dimension bureaucratique qui révoltait davantage que la cruauté apparente. Il parlait de statistiques, d'efficacité, du coût d'opportunité des bad banks de la charité. Il parlait comme si des vies n'étaient que des variables dans un bilan. Vous avez compris quelles étaient les règles, vous avez obéi, cela nous avance. Le remerciement n'avait rien d'humain, il était le tampon final d'une transaction clôturée. David chercha à plaider. Il exposa la peur, la culpabilité, les tentatives pour rendre tout propre par des dons. Il suppliqua, maladroit, pour un espoir de grâce. L'homme le regarda sans surprise. « La grâce n'entre pas dans nos bilans, dit-il, presque en souriant. Il ne fit pas de sermon, il ne fit pas de promesses, il ne fit qu'énoncer la mécanique. Puis il ajouta, d'un ton détaché, « Vous êtes un maillon, vous l'avez été volontairement ou non, cela n'a pas d'importance pour nous. Votre utilité est désormais documentée. » David sentit un effondrement qui n'était pas physique, mais plus profond. La reconnaissance qu'il n'avait jamais été le sujet d'une histoire humaine, mais un instrument d'un art financier qui se nourrissait de la faiblesse d'autrui. Le milliardaire ne l'exposa pas au monde. Il le renvoya, sans autre forme de procès, avec un dernier mot qui suffisait. « Allez », dit-il, « partagez votre expérience comme avertissement. Nous avons un registre qui suit. » Il sortit de la villa comme on sort d'une machine à broyer. Le chemin du retour fut silencieux. Les voix de la ville s'étaient elles aussi retirées. Le téléphone vibra une dernière fois ce jour-là. 23:59, largué.
Il obtempéra comme si l'obéissance était devenue la seule gymnastique qui lui restait. Il rendit ce qu'il pouvait rendre, fit des gestes qui n'avaient plus de sens. Il passa les mains sur les meubles, compta les billets, regarda les photos qui s'accumulaient sur les étagères et eut la sensation que tout cela n'était pas à lui. Le lendemain matin, l'évidence le frappa d'une manière clinique. Tout ce qui était venu avec la mallette disparut en un souffle administratif. Les meubles qu'il avait achetés redevinrent des espaces vides. La télévision, le fauteuil, les cadeaux, tout se volatilisa comme si une main invisible avait effacé son geste de consommation. Les décorations prenaient une teinte de mensonge. Ses comptes en banque mirent à jour des soldes qui n'avaient jamais existé. Les noms qu'il avait pu encore appeler ne répondaient plus. Les numéros qu'il pensait tenus clos restaient silencieux. Il marcha dans la maison qui n'était plus sienne, comme on entre dans un musée d'un passé récent. Les voisins se tenaient à l'écart. Même les regards qui jadis cherchaient un bout de sympathie ne lui furent plus offerts. Les gens chuchotaient, non plus par curiosité, mais par précaution. Il vaut mieux ne pas se mêler, entendait-il parfois. Les enfants qui jouaient près du mur de l'école se retiraient quand il passait devant lui. Ses anciens amis évitaient de croiser son chemin. L'isolement, quand il se cristallise, ressemble à une chambre de verre. On peut tout voir, mais on ne peut rien effleurer. David se trouva bientôt marqué comme un proscrit. Les regards des autres, qui avaient jadis adouci sa honte, étaient devenus des instruments de condamnation silencieuse. Il dut, avec ce qui lui restait, apprendre à se tenir en retrait. Le quartier, qu'il avait connu comme volard et comme bienfaiteur opportun, choisit l'oubli social et la prudence. Peu à peu, les histoires qu'on racontait autour des portes parlaient d'un nom précédé d'un avertissement. « Ne t'approche pas de David ». La phrase sonnait comme un verdict définitif. L'angoisse l'accompagna encore quelques jours. Il chercha le milliardaire, voulut revenir pour supplier, pour arracher quelques mots d'humanité. Il revint à la villa et trouva les gardes plus distants, les caméras plus assidus. L'homme au costume ne lui accorda que l'ultime froide correction. « Vous avez rendu le service ». C'était tout. Pas de menaces, pas de simple consolation, juste une fiche de performance. Il comprit alors l'étendue du mal. Il avait cru qu'au fond, l'argent offrait une issue. Il avait cru pouvoir acheter le silence, la sécurité, le pardon. L'argent lui avait donné des instants de jouissance, mais aussi l'isolement et le poids d'actions qui avaient coûté des vies. Le contrat qu'il avait accepté, sans l'avoir signé, avait fait de lui un maillon d'une chaîne monstrueuse. Il n'y avait pas de procès public, pas de grande révélation. Il y avait un retrait social, un effacement des liens. On lui prit ce qu'il avait pensé mériter et on le laissa avec le vide le plus efficace, le dégoût collectif. Les nuits suivantes, il erra. Parfois, il se souvenait de l'odeur du parfum sur ses coussins, comme d'un passé qui ne lui appartenait plus. Parfois, il revoyait le visage de la vieille Sam qui lui avait dit « Tu as signé sans le savoir ». Ces mots se répétèrent comme une sentence. Il réalisa aussi que l'on ne vit pas longtemps avec un secret qui tue. Il apprit que la solitude est une forme de châtiment public, et peut-être pire que les coups, parce qu'elle vous expose à l'œil des autres sans l'excuse d'un tribunal. Les mois passèrent. Les gens reprirent le cours de leur vie. La mémoire du quartier s'épuisa des détails. Mais l'empreinte restait. Quelques vitrines murées, quelques départs, des familles qui n'avaient pas retrouvé les mêmes rires. David devint une histoire que les mères racontaient aux enfants pour leur apprendre la prudence. Ne prends pas l'argent tombé par terre. C'était une morale réduite à une formule. Le vrai prix, cependant, était plus subtil et plus cruel. L'incapacité à retrouver sa place dans un monde dont il avait rompu les règles invisibles. Parfois, il se demandait qui, dans ce système, payait le prix réel. Était-ce seulement lui et ceux qui avaient disparu ? Ou bien y avait-il un réseau plus vaste, un mécanisme social qui se repaissait de la faiblesse individuelle pour préserver une cohérence froide? Ces questions tournoyaient sans réponse satisfaisante. L'ambiguïté demeurait. Mallette magique ou plan machiavélique? Pacte surnaturel ou procédé humain? Le mystère restait, préservant la peur. La chute finale n'eut rien de spectaculaire. Elle fut silencieuse, implacable et définitive. Un matin, David se réveilla dans un lit emprunté chez un cousin lointain.
Il se regarda dans un miroir sale et y vit un visage qui ne connaissait plus les mensonges faciles. Il avait perdu la capacité de se mentir pour se donner du courage. Tout ce qui lui restait était une conscience lourde et la certitude qu'il ne pourrait pas défaire ce qui avait été fait. Il avait tenté de rendre en espèces ce qu'il avait pris, il avait tenté de vivre avec la dette. Rien n'effaçait l'empreinte laissée sur d'autres vies. Le pacte terrifiant, ainsi nommé par ceux qui venaient ensuite à en parler, conserva sa force métaphorique. Il n'était pas seulement une machine à punir les voleurs, mais une image de ce que l'argent facile peut faire aux âmes humaines. David avait cru acheter la liberté. Il avait perdu son humanité en achetant ce qu'il pensait être le salut. L'argent s'était transformé en un contrat que l'on n'avait pas lu, une page signée d'une main fantôme. La dernière image de David dans ce quartier fut celle d'un homme qui passait devant les maisons, tête basse, son ombre plus mince que son souvenir. Les enfants qui avaient jadis couru après lui restaient maintenant, à distance, à l'abri des histoires nationales. Les voisins qu'il avait connus comme le type au basket propre murmuraient à voix basse. Il a signé le pacte. Il se racontait l'histoire comme on raconte une légende utile destinée à inculquer la peur du raccourci. Quant à la vieille femme, certains disaient qu'elle était partie. D'autres prétendaient l'avoir entendue réciter des phrases à propos d'un monde où les transactions s'avaient vendues au prix de l'âme. Qu'elle ait été prophète ou témoin, ces paroles restèrent gravées sur ceux qui avaient su écouter. On signe toujours quelque chose quand on prend ce qui n'est pas à nous. C'était peut-être la leçon la plus dure. Le consentement ne s'exprime pas toujours avec un stylo. Parfois, il se cache dans l'acte même de ramasser. Le quartier continua de vivre, avec ses rires et ses disputes, avec ses marchés et ses ménages. Mais l'histoire de David fut ancrée comme une alerte. Tous savaient, après, que l'argent facile porte des clauses. Ils le disaient moins pour condamner que pour prévenir. Une certaine prudence, un rappel que l'avidité peut transformer la chance en machine destructrice. Le pacte terrifiant resta, sous la forme d'une parabole urbaine, un avertissement. La dernière nuit que David passa dans la ville, il se rendit à la plage où il avait tenté de noyer la mallette. Il regarda la mer qui n'avait rien cédé à sa volonté. Il pensa aux 30 millions, aux messages, aux noms qui avaient jauni sur sa liste. Il pensa à la froideur administrative du milliardaire, à l'indifférence des regards. Il pensa à Kofi, à la mère de Kofi, à ceux qui étaient partis. Et il comprit, dans une douleur à la fois personnelle et publique, que l'argent lui avait tout pris. Non seulement ses possessions, mais aussi la capacité à être cru et aimé. Il y eut un dernier souffle d'humilité. Sur le rivage, il déposa une petite enveloppe, sans adresse, sans signature, contenant un mot d'excuse que personne ne lirait jamais. C'était moins une expiation que la nécessité d'aligner un geste à un remords. Puis il se retira, laissant la lettre au vent. Les voix dans le quartier conclurent l'histoire d'une même manière. Le pacte terrifiant n'était pas une fable sur la magie, mais une mise en garde sur la corruption silencieuse que peut engendrer l'appât du gain. On pouvait interpréter le mécanisme comme une machination humaine ou comme un étrange pouvoir. La morale, elle, demeurait. Ceux qui reçoivent facilement, sans compter le prix, risquent de perdre ce qui fait d'eux des êtres reliés aux autres. Qu'auriez-vous fait à la place de David ? Partagez votre réponse dans les commentaires et si cette parabole vous a touché, pensez à la partager avec quelqu'un qui doit l'entendre.